Alors, il faut savoir que la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Et donc, quelle est la conséquence de cette maladie, de cette inflammation? Donc, c'est une destruction des gaines myéliniques et plus tard des axones. Et ça va être accompagné d'une cicatrice gliale. Vous savez très bien que quand il y a une atteinte d'une structure nerveuse, il y a le tissu de soutien qui va venir cicatriser, si vous voulez, cette région. D'accord? Soit remplacer les neurones qui ont été détruits ou bien cicatriser cette région, le tissu de soutien qu'on appelle la glie. Donc, on va avoir une cicatrice gliale dès qu'il y a une inflammation et donc une lésion de la myéline et éventuellement des axones. Donc, l'ensemble va former des plaques qui vont être des plaques de sclérose. Donc, dès qu'il y a cicatrice, il y a une sclérose. Ces plaques-là vont être disséminées dans l'encéphale et la moelle épinière, c'est-à-dire tout le système nerveux central. Il y a des petites plaques qui vont être disséminées dans le système nerveux central. Alors, la dissémination, cette dissémination de ces lésions, elle va se faire dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça la notion fondamentale qu'on doit trouver dans la sclérose en plaques. Pour dire que cette personne est atteinte de sclérose en plaques, il faut préciser cette notion de dissémination des lésions dans le temps et dans l'espace. On va voir ça quand on avancera dans le corps. Donc, dès qu'il y a ces plaques de cicatrices à l'intérieur de l'encéphale, bien sûr, elles vont ralentir la conduction des messages nerveux et donc donner des handicaps. Voilà. Donc, on se répète, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui a une conséquence de démyéliniser les nerfs. Les nerfs vont être démyélinisés. Et cette démyélinisation, cette atteinte de la myéline et plus tard des axones, va être, la myéline des axones, elle va partir, elle va être donc remplacée par une cicatrice gliale. Cette cicatrice va se présenter sous forme de plaque, ce qu'on appelle la plaque de sclérose, dans tout l'encéphale et la moelle épinière. Et cette dissémination dans le temps et dans l'espace, c'est ça qui fait la particularité de la sclérose en plaques. Donc, de point de vue épidémiologique, c'est une maladie neurologique quand même qui est assez fréquente et elle est variable dans sa répartition géographique. C'est-à-dire c'est une maladie qui se caractérise par l'existence d'un gradient nord-sud. Ça veut dire que c'est une maladie qui va être fréquente surtout dans les pays du Nord, en Europe du Nord, en Amérique du Nord, en Australie, alors qu'elle devient de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on descend dans le sud. En Orient, les pays arabes, en Afrique, en Amérique du Sud et aux Indes. Donc au fur et à mesure qu'on va du nord vers le sud, sa fréquence diminue. Voilà. Alors la race caucasienne, c'est-à-dire la race blanche, est plus exposée. La race blanche, c'est-à-dire c'est surtout, par exemple, les pays où vous avez plus de gens blancs, quoi, surtout les pays européens, etc. La race caucasienne paraît plus exposée à la maladie que les noirs d'origine africaine, les asiatiques, les aborigènes d'Australie ou les esquimaux. D'accord? Alors, les femmes sont plus atteintes que les hommes. C'est une maladie qui touche surtout les femmes, 3 femmes pour un homme. Et c'est une maladie qui généralement débute vers l'âge de 20, 25, 30 ans, d'accord? Mais cependant, il existe des formes de l'enfant, de l'adolescent et même des formes tardives à partir de 50 ans, 60 ans. Mais ça reste une maladie de l'adulte jeune. La plus grande fréquence, 70% des cas, donc touche l'intervalle 20-40 ans. Et il existe même des formes familiales, c'est-à-dire on a des familles de sclérose, des familles de SEP, d'accord? Des familles où on a la tante, la sœur, la cousine, le frère, etc. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne donc l'épidémiologie de la SEP, les étiologies. Eh bien, on ne connaît pas les étiologies de la SEP. On pense qu'il existe des facteurs environnementaux et génétiques. D'ailleurs, pour la plupart des
maladies inflammatoires auto-immunes, on pense qu'à ces facteurs environnementaux et génétiques. On ne connaît pas les véritables raisons d'apparition de cette maladie. Alors, pour ce qui est des facteurs environnementaux, on pense qu'il y aurait, c'est une maladie auto-immune, qu'il y aurait même chose, donc je répète un peu la chose, c'est-à-dire un problème viral, hein, un virus qui entre et le corps il va développer des anticorps pour attaquer les antigènes de ce virus. Les antigènes de ce virus ressemblent à la myéline et donc nos anticorps, en attaquant ces antigènes de ce virus, vont attaquer aussi la myéline et ce sont nos propres auto-anticorps, ce qu'on appelle les auto-anticorps. Ils vont attaquer donc la myéline et le processus, ça y est, il est déclaré, si vous voulez, il est en marche et on va avoir cette maladie. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de cette maladie. Bien que, jusqu'à présent, aucun virus n'a été démontré comme vraiment responsable de cette maladie. Et de point de vue génétique, juste pour trouver, si vous voulez, le chromosome responsable. Je pense que c'est une maladie liée à des facteurs environnementaux et génétiques. Alors, de point de vue anatomopathologique, l'anapathe. De point de vue anatomopathologique, c'est important de connaître un petit peu l'anapathe. Ces plaques, les plaques qu'on va voir au niveau de, si vous voulez, on peut les voir déjà à l'œil nu, bien sûr, quand on fait, c'est en post-mortem, bien sûr, ça c'est en post-mortem, quand on fait, si vous voulez, c'est-à-dire quand on analyse le cerveau après la mort, bien sûr. Vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, sauf s'il y a un décès du malade, lors d'une, comment on appelle ça? Des choses que l'autopsie, sahid. Des fois je perds mes mots, l'autopsie. Donc là, quand on fait l'autopsie, bien sûr, d'un scléreux, vous pouvez déjà voir à l'œil nu ces plaques-là. D'accord? Ces plaques-là, et ces plaques-là qui donnent donc cette appellation à cette maladie. Donc, il existe, on va les voir de taille et d'âge différents. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui va évoluer par poussée. C'est-à-dire, on a une poussée ou on a une inflammation. Donc, formation de ces plaques. D'accord? Après, la poussée, elle s'en va. Le malade, il récupère, la poussée, elle s'en va. Mais elle va laisser ses plaques, bien sûr. Au niveau du cerveau, elle va laisser des plaques. Le malade, il va récupérer soit spontanément, soit on lui donne un traitement, ce qu'on appelle le bolus de solumédrol, pour qu'il récupère. On va voir ça plus tard dans le traitement. L'essentiel, il va récupérer. Quelques temps après, ça peut être des mois, des années, etc., et il refait une autre poussée. Donc, on va avoir une autre plaque, etc. Donc, quand on voit, déjà, c'est des plaques, quand on les voit de taille et d'âge différents. Ça veut dire que, ça, c'est la dissémination dans le temps. Dans le temps. Donc, quand on voit des plaques d'âge différents, ça veut dire qu'on a déjà notre dissémination dans le temps. D'accord? Et si ces plaques, vous les voyez un peu partout, au niveau de la moelle, au niveau autour des ventricules, sur le corps calleux, etc., vous allez voir tout à l'heure des schémas. Et si vous les trouvez là, c'est la dissémination spatiale, dans l'espace. Donc, on a notre dissémination dans le temps, puisqu'on a trouvé des plaques de taille et d'âge différents. Et on a notre dissémination spatiale, on a trouvé des plaques un peu partout. Donc, c'est ça la dissémination temporospatiale qui caractérise la maladie. Donc, on est devant une sclérose en plaques. D'accord? Alors, de point de vue macroscopique, donc, vous allez voir
c'est des plaques qui vont se voir un peu partout, au niveau de la moelle épinière, les nerfs optiques, autour des ventricules, etc. Elles vont avoir des couleurs et de tailles différentes, bien sûr. C'est en fonction de leur âge. Donc, on va avoir des plaques de couleur grisâtre, translucide, de quelques millimètres à plusieurs centimètres dans leur axe. D'accord? Et elles vont toucher. Il y a des territoires de prédilection qui sont les zones autour des ventricules, les nerfs optiques, le chiasma, la substance blanche, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. Pratiquement tout le système nerveux central peut être touché par les plaques dans la sclérose en plaques. Donc, de point de vue sémiologique, alors, comme c'est des plaques, on peut les voir partout, eh ben, on peut avoir une sémiologie multifocale. C'est pas une sémiologie localisée, comme par exemple un syndrome frontal, on a une lésion au niveau frontal, donc on a un syndrome frontal, c'est-à-dire on n'a que des lésions dans cette région. Là, on va avoir des lésions un peu partout, donc une symptomatologie riche, une symptomatologie qui va être riche. On peut avoir déjà des troubles moteurs. Donc, on va avoir un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, soit statique ou sénitique ou statosénitique. On va avoir un syndrome vestibulaire. On peut avoir des troubles sensitifs. Surtout, dans les troubles sensitifs, ils sont surtout subjectifs. Le malade, il vous dit, j'ai des paresthésies. Généralement, les troubles sensitifs dans la CEP, ils sont subjectifs. Il vous dit, j'ai des picotements dans la main, des paresthésies, le signe de l'ermite. C'est quoi le signe de l'ermite? C'est le malade, il vous dit, quand je fléchis le cou, quand il fléchit le cou, il a une décharge électrique qui part du cou et qui va aller le long du rachis et qui part même dans les 4 membres. Une décharge électrique qui part du cou et qui descend le long du rachis et ça part même dans les 4 membres. C'est ce qu'on appelle le signe de l'ermite. Si quelqu'un vous dit j'ai ce signe-là, il faut faire une IRM. Ça peut être une sclérose en plaques. Pourquoi? Généralement, c'est une plaque qui est située, c'est une plaque de démyélinisation qui est située au niveau cervical, au niveau de la moelle cervicale, qui donne ce signe de l'ermite. D'accord? Donc, on peut avoir des paresthésies, on peut avoir des signes de l'ermite, on peut même avoir des douleurs neuropathiques, des douleurs vraiment importantes, un type de décharge électrique, de brûlure, etc. Et ça, c'est des signes sensitifs qu'on voit donc chez le sclérose. Donc, les troubles moteurs, les troubles sensitifs, les troubles visuels, surtout cette fameuse névrite optique rétrobulbaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va venir et vous dit je fais une baisse de l'acuité visuelle, généralement d'un seul œil. Une baisse de l'acuité visuelle. Bon, déjà, il ne fait pas chez vous. Quand il fait une baisse de l'acuité visuelle, c'est sûr, il va brutal, hein, il va aller chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, quand il examine, il ne va rien trouver. Le globe oculaire est intact. Le malade est intact. Donc, il l'envoie. Il va voir, quand même, il va voir une inflammation au niveau il va avoir une inflammation au niveau du début du nerf, de la sortie du nerf. Il peut le voir. Il va nous envoyer, va nous dire, ce malade fait une orbe, une névrite optique rétrobulbaire. Donc là, on comprend que c'est une inflammation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Ok. Donc, là, on comprend, quand il nous dit l'œil est intact, c'est une névrite optique, là, on comprend que c'est une inflammation au niveau du nerf et qu'il faut prendre ça, c'est-à-dire comme un problème neurologique et commencer à le traiter. La névrite optique rétrobulbaire. Névrite, c'est-à-dire inflammation du nerf optique. Rétrobulbaire, c'est-à-dire derrière l'œil. D'accord? Rétrobulbaire. Voilà donc un signe très important aussi. Donc, trouble moteur, trouble sensitif, névrite optique. On peut avoir même au niveau de l'extrémité céphalique une ophtalmoplégie internucléaire qui est fréquente aussi chez l'œil. L'ophtalmoplégie internucléaire, c'est quoi?
regardez ici, regardez, là, cette structure-là, c'est la bande longitudinale médiane. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va relier le noyau du 6, du nerf moteur oculaire commun. Vous savez que le nerf moteur oculaire commun, qu'est-ce qu'il fait? Il innerve le droit externe. Et le 3, il innerve le droit interne, supérieur et inférieur, etc. Donc, là, la bande longitudinale antérieure, elle va, médiane, elle va, le faisceau longitudinal médial, il va donc réunir le noyau du 6 qui est au niveau protubérantiel et le noyau du 3 qui est au niveau pédonculaire. D'accord? Donc, dans la sclérose en plaques, ce faisceau longitudinal médian, il peut être touché par des plaques. Et les plaques, elles aiment bien ce faisceau-là. Donc, s'il y a une atteinte ici, le malade, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, s'il veut regarder, supposons une atteinte ici, s'il veut regarder de l'autre côté, alors, s'il veut regarder du côté opposé, donc l'œil, cet œil-là, il peut partir de ce côté-là, il peut regarder de ce côté-là. Mais cet œil-là, il ne peut pas, puisque le 3 ici, il est interrompu, le 3, qui innerve le droit interne est interrompu. Donc le malade, il ne peut pas regarder de ce côté-là. Cet œil-là, il va partir de ce côté-là, cet œil-là, il va rester tout droit. Par contre, si le malade veut regarder du côté de la lésion, de ce côté-là, donc, comme le 6, il est bon, donc l'œil, il peut partir de ce côté-là, et cet œil-là aussi, puisque ce 3-là n'est pas touché, qui passe au niveau de la région non lésée, n'est pas touché, donc les deux yeux peuvent partir, bien sûr, de ce côté-là. Mais s'il regarde ce côté-là, cet œil-là, il peut partir de ce côté-là, mais cet œil-là, il ne peut pas faire l'adduction. Alors, on regarde ici. Là, c'est quelqu'un qui regarde tout droit, d'accord? Mais si on a une atteinte du côté droit, right, left, du côté droit. Alors, si on veut voir du côté de la lésion, les deux yeux partent du même côté. Mais si on veut voir du côté de l'autre côté, alors cet œil-là, où il n'a pas de lésion, il peut aller, mais cet œil-là où il y a la lésion, il ne peut pas faire l'adduction. Donc, trouble de l'oculomotricité avec une diplopie. C'est ce qu'on appelle donc l'ophtalmoplégie internucléaire. L'ophtalmoplégie internucléaire. Donc, le malade, il va venir, vous allez voir déjà, son œil n'est pas normal. Hein. Vous allez voir qu'il y a comme une sorte de strabisme avec une diplopie. D'ailleurs, il vous dit j'ai une diplopie. Le malade, quand il vient pour ophtalmoplégie internucléaire, il va vous dire j'ai une diplopie. Quand vous l'examinez, vous allez voir que l'œil, il ne fait pas l'adduction. Donc, vous êtes devant une ophtalmoplégie internucléaire par atteinte de faisceau internucléaire médian. Et là, c'est une plaque au niveau de ce faisceau. Et là, vous êtes, c'est-à-dire vous suspectez une sclérose en plaques. Une plaque au niveau de ce faisceau. Voilà, donc on peut avoir une ophtalmoplégie internucléaire, on peut avoir une atteinte trigéminale du 5, hein. On peut avoir une paralysie faciale centrale ou périphérique. Alors centrale ou périphérique, là, je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que la différence entre la paralysie faciale centrale et périphérique, avec un schéma. C'est-à-dire la paralysie faciale périphérique, c'est l'atteinte soit du noyau, du 7, soit du nerf lui-même. La paralysie faciale centrale, c'est l'atteinte des structures hautes. Vous savez que les noyaux des nerfs crâniens, ils sont situés au niveau du tronc cérébral et les nerfs partent en périphérie. Mais ces noyaux-là, ces nerfs-là crâniens, ils ont une commande centrale. La commande centrale, elle vient du cortex. Donc, il y a des faisceaux, ce qu'on appelle les faisceaux supranucléaires, c'est-à-dire au-dessus des noyaux, au-dessus du noyau, qui relient le cortex au noyau des nerfs, qui vont commander ces nerfs-là. Donc, si on a une atteinte de ces faisceaux supranucléaires, on va avoir une paralysie faciale centrale. Si on a une atteinte du noyau du 7 ou du nerf
facial lui-même, on va avoir une paralysie faciale périphérique. Et quelle est la différence comme ça, quand vous voyez le malade, quelle est la différence entre les deux? C'est que la paralysie faciale périphérique, elle touche toutes les mi-faces. La centrale, elle touche uniquement la partie inférieure de l'hémiface. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand vous voyez, vous examinez un malade qui fait une PFP, paralysie faciale périphérique, déjà, vous lui dites de relever les sourcils. Alors, du côté paralysé, du côté de l'atteinte du 7, le malade ne peut pas relever le sourcil. De l'autre côté, vous voyez des rides. Quand on relève les sourcils, on a des rides. Mais du côté paralysé, il n'y a pas de rides. Le malade ne peut pas relever les sourcils. On descend un petit peu. Au niveau de l'œil, vous dites au malade de fermer les yeux. Du côté sain, il peut fermer, mais le côté paralysé, il ne peut pas. L'œil ne se ferme pas et il va regarder, l'œil, il va se porter en haut et en dehors, en haut et en dehors. D'accord? Il va regarder, vous lui dites fermer les yeux, l'œil, automatiquement, hein, sans que le malade le fasse, l'œil, automatiquement, il va regarder en haut et en dehors. C'est ce qu'on appelle le signe de Charles Bell. Le signe de Charles Bell. On descend encore un petit peu au niveau du pli nasogénien, le pli entre le nez et la joue, le pli nasogénien. Alors, le malade, on a une disparition de ce pli nasogénien. Il disparaît du côté, vous ne le voyez pas, du côté du paralysé. Et enfin, la bouche, vous allez voir que la bouche, elle est déviée du côté sain. Du côté sain, elle est déviée du côté sain. Pourquoi? Parce que les muscles du côté sain sont bien énervés, donc ils tirent vers eux, cette bouche. Les muscles du côté lésé ne travaillent pas, donc l'autre côté, il va tirer vers lui, et donc on va avoir déviation de la bouche du côté sain. Donc, abolition des rides frontales, l'œil qui ne se ferme pas et qui se porte en haut et en dehors, signe de Charles Bell, disparition du pli nasogénien, déviation de la bouche du côté sain. Ça, c'est pour la paralysie faciale périphérique, qui est totale, elle touche toutes les mi-faces. La paralysie faciale centrale, elle ne touche que l'étage inférieur, c'est-à-dire disparition du pli nasogénien et déviation de la bouche. Mais il n'y a pas l'œil ne continue à se fermer et il n'y a pas de disparition des rides frontales. D'accord? L'étage supérieur n'est pas touché, il n'y a que l'étage inférieur qui est touché. Voilà, pour ce qui est de la paralysie faciale centrale ou périphérique. Mais de toute façon, dans la sclérose en plaques, on peut les avoir toutes les deux. Pourquoi? Parce que les plaques sont disséminées. Elles sont disséminées soit en haut, soit au niveau du nerf lui-même. D'accord? Voilà donc. Madame, oui. Madame, dans la paralysie périphérique, madame, on a dit, elle est due à l'atteinte du nerf facial, le 7. Le noyau ou le nerf, oui. Madame, pour la paralysie faciale centrale, elle est due à quoi? Elle est due à l'atteinte des faisceaux supranucléaires. Supranucléaires, c'est-à-dire les fibres qui relient le noyau au cortex. Parce que ces noyaux-là, le nerf, il est commandé par le cortex, il a une commande lui-même, d'accord? Oui, madame. Et c'est quand les fibres supranucléaires sont touchées qu'on a une paralysie faciale centrale, donc haute. D'accord? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Donc voilà, donc on peut avoir ophtalmoplégie internucléaire, névralgie du trait jumeau, on peut avoir une paralysie faciale, qu'elle soit centrale ou périphérique. Donc tout peut se voir dans la sclérose en plaques, tellement les plaques sont disséminées un peu partout. On peut avoir aussi des troubles sphinctériens. Donc sphinctériens, c'est-à-dire des mictions impérieuses, des fuites urinaires, dysurie, malade qui ne peut pas uriner, retention urinaire, des constipations et même des troubles sexuels, d'accord? Donc des troubles sphinctériens. On peut avoir des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles du langage, des troubles de la mémoire, des troubles même thymiques, c'est-à-dire des troubles thymiques. Vous savez que c'est soit quand on est gai ou bien quand on est triste ou bien, d'accord, malade, il peut être très gai comme ça sans raison, il peut être très triste, d'accord. Donc des troubles cognitifs et des troubles thymiques.
Et on peut même avoir dans les stades évolués, parce qu'au début, il n'y a que la substance blanche qui est touchée. Mais dans les stades évolués, même la substance grise va être touchée et on peut avoir des crises d'épilepsie. Le cortex va être touché et on peut avoir des crises d'épilepsie et une fatigue très intense, une asthénie très intense. Donc regardez, tous les signes, on peut les avoir dans la sclérose en plaques. D'accord? Alors il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène du TOF. C'est quoi ce phénomène du TOF? Tous ces signes qu'on a vus, surtout la névrite optique rétrobulaire, sont aggravés par la chaleur. C'est pour ça que les malades atteints de sclérose en plaques, on leur dit toujours d'éviter la chaleur. Parce que la chaleur, elle aggrave ces signes-là. Dès qu'ils ont un signe, même s'il a disparu sous l'effet de la chaleur, il va réapparaître. Ils peuvent même avoir des poussées carrément. Des poussées dès qu'ils se présentent donc au soleil, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène du TOF, aggravation de ces signes par la chaleur. D'ailleurs, c'est des malades, on leur dit toujours d'éviter les bains très chauds, les bains chauds, très chauds, parce que ça peut déclencher chez eux des poussées. Voilà. Alors, les examens complémentaires. Les examens complémentaires, la sclérose en plaques, elle est mise en évidence surtout par un seul examen qui est l'IRM. Hein? Ce n'est pas la peine de faire un scanner dans la sclérose en plaques. Hein? Le seul examen qui montre la sclérose en plaques, c'est l'IRM. On fait une IRM du cerveau et de la moelle, de l'encéphale et de la moelle. L'IRM, elle est anormale dans 90% des cas. Et elle va nous permettre de visualiser les plaques, soit sous forme d'hyposignaux en T1 ou d'hypersignaux en T2 et flair. Alors, Inch'Allah, demain, je vais vous faire un TD sur les examens complémentaires. Et on va détailler l'IRM. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que T1, qu'est-ce que c'est que T2 et flair. Alors, il faut savoir que dans l'IRM, on fait des coupes en T1 et des coupes en T2 et flair. Je vais vous expliquer, ça met du temps, je vais vous expliquer demain ce que ça veut dire. Donc, en T1, on va trouver des hyposignaux, c'est-à-dire des points noirs. En T2, au flair, on va voir des hypersignaux. Alors, et ces plaques-là, si elles sont récentes, si les plaques des plaques de la sclérose en plaques, si elles sont récentes, elles vont prendre le produit de contraste qu'on appelle le gadolinium. Le gadolinium, c'est le produit de contraste de l'IRM. Alors, si les plaques prennent le gado, alors on dit que c'est des plaques récentes et que le malade est en poussée. D'accord? C'est-à-dire c'est la phase inflammatoire. Les plaques, elles vont être entourées du gadolinium. Donc, on dit qu'elles prennent le gado, donc elles sont récentes. D'accord? Donc, on confirme que le malade est en poussée. Alors, ces lésions, généralement, sont multiples. Elles siègent dans la substance blanche, surtout périventriculaire. Regardez ici les ventricules. Regardez tout autour des ventricules. Ça, c'est la topographie de prédilection des plaques. Regardez, elles aiment bien ici en périventriculaire. D'accord? Les centrovales, le tronc cérébral, le cervelet, la moelle épinière, tout ça, elles sont concernées. D'accord? Alors, l'IRM, vraiment, c'est elle qui permet de dire, de montrer, si vous voulez, la dissémination dans le temps et dans l'espace. C'est une phrase qui se répète tout le temps quand on fait le cours de la sclérose en plaques. Il faut toujours mettre en évidence cette dissémination dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, regardez ici, par exemple, j'ai une plaque ici. Regardez cette plaque au niveau médulaire. C'est une plaque au niveau médulaire cervical. Et j'ai une plaque chez le même malade au niveau périventriculaire. Donc, j'ai la dissémination dans l'espace. Si en plus, je trouve, par exemple, une plaque avec entourée du gadolinium, une plaque qui n'est pas entourée de gado, ça veut dire que j'ai une plaque récente et une plaque ancienne,
Ça veut dire que c'est la dissémination dans le temps. Et j'ai ma dissémination dans le temps et dans l'espace. Je confirme ma sclérose en plaques. D'accord? Madame, oui? Oui. Je n'ai pas compris comment la dissémination dans le temps et dans l'espace. Alors, je répète encore. La dissémination dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire, j'ai des plaques au niveau de la moelle, des plaques au niveau du cerveau, des plaques au niveau du cervelet. Là, les plaques sont disséminées dans l'espace. C'est-à-dire, j'ai un peu partout les plaques. Est-ce que ça va pour la dissémination dans l'espace? Tu as compris? Oui, madame. Voilà. Maintenant, dans le temps. Dans le temps, si je trouve une petite plaque, regardez, comme ça, et que je trouve une grosse plaque comme ça, et que je trouve, regardez ici, ça c'est une plaque entourée du gâteau. Ça veut dire qu'elle est très jeune. Là, j'ai des plaques de différentes tailles et des plaques prenant contraste et d'autres non, etc., différents âges. Donc là, j'ai ma dissémination dans le temps. D'accord? Oui, madame. Est-ce que vous avez... Hein? Oui, madame, merci beaucoup. Voilà. Donc voilà. Je reprends un peu. Oui? Sur une coupe d'IRM, comment on fait le diagnostic différentiel entre une hémorragie et une plaque de sclérose? L'hémorragie, vous allez trouver un hématome, un gros hématome comme ça, d'accord? Tandis que là, c'est plein de petites plaques. Et puis l'hémorragie, vous n'allez pas trouver de hyposignaux. Oui, il n'y a pas d'hyposignaux. Voilà, c'est spontanément hyperdense. D'accord? Et pas comme ça, disséminé comme ça, plein de petites lésions disséminées comme ça. D'accord? Madame, normalement, dans l'hémorragie... Et puis, même toujours quand on ne voit pas une IRM seule, on voit une IRM avec la clinique, avec le début. L'hémorragie, regardez, l'installation, elle est brutale, avec vertige, c'est vrai, etc. Tandis que là, non, c'est une maladie inflammatoire qui évolue doucement. D'accord? C'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., de façon subaiguë, qui évolue doucement. Elle n'est pas spectaculaire comme l'hémorragie. D'accord? Toujours voir la clinique avec la radiologie. Oui? Qu'est-ce que vous alliez dire? On continue? Oui, madame. Regardez une autre topographie des plaques. Ça, c'est aussi fréquent. Ça, c'est le corps calleux. Hein? Le corps calleux, c'est la structure qui relie les deux hémisphères. Eh bien, les plaques, elles aiment bien se poser sur le corps calleux. Regardez. Hein? Regardez plein de plaques ici. D'accord? Madame. Oui? Madame, est-ce que la présence de plaques de sclérose au niveau du corps calleux donne un syndrome de déconnexion? Ça peut donner justement un syndrome de déconnexion, oui, bien sûr. Au niveau du corps calleux, si vous avez une hémorragie, une ischémie, une tumeur, un problème inflammatoire, ça peut donner un syndrome de déconnexion. Ça peut. Mais bon, dans les lésions inflammatoires, il n'est pas très très important. Il n'est pas très important comme par exemple quand il y a par exemple quand il est complètement coupé, parce que des petites lésions au niveau du corps calleux, ça ne veut pas dire que le corps calleux est complètement lésé et que les hémisphères sont séparés les uns des autres. Non. Mais on peut avoir certains petits signes du syndrome du corps calleux. D'accord? Bien sûr, le vrai syndrome du corps calleux, c'est quand il y a complètement destruction du corps calleux, complètement, et que les deux hémisphères sont séparés l'un de l'autre. D'accord? Madame, c'est quoi le syndrome de déconnexion? Alors là, ça c'est un corps à part. Hein? Un syndrome de déconnexion, on va avoir des lésions. Par exemple, si vous voulez faire un mouvement avec
enfin, le syndrome du corps calleux, c'est tout un cours. Hein. On ne peut pas comme ça le faire maintenant. D'accord, madame. D'accord. Il y a des signes, comme pour le syndrome frontal, le syndrome temporal, etc., il y a des signes spéciaux dans le syndrome de déconnexion. Il y a des mouvements normaux, il y a plein de choses qui vous rappellent que les deux hémisphères sont déconnectés. D'accord? D'accord, madame. Voilà, donc regardez un peu ces images-là. Ici, c'est en T1. En T1, vous allez voir des hyposignales. Des hyposignales. Ici, c'est en T2 et en flaire, ici. On va voir, je vous ai dit que quand on fera les examens complémentaires, je vous ai expliqué T2, T1, en flaire, etc. Donc là, en T2, vous allez voir carrément des hyperdensités. Regardez, elles sont un peu partout. Et là, c'est en flaire, même chose. Et là, regardez cette image, vous avez des hyperdensités qui ont conflué, des plaques qui ont conflué. Et ça réalise carrément des plages, hein, des plages de démyélinisation. Regardez. Hein. Ça aussi, ça peut vouloir dire une sclérose en plaques. D'accord? Alors ici, on peut dire que c'est des stades quand même assez évolués. Pourquoi? Regardez les plaques. Elles vont aller même au niveau du cortex. D'accord? Regardez. On appelle ça en U, c'est-à-dire elles épousent la circonvolution. Regardez, on dit en U. Et là, c'est une plaque carrément qui est allée même au niveau du cortex. Donc, on pense que c'est un stade quand même assez évolué parce que généralement, les plaques, elles touchent la substance blanche. Quand elles commencent à s'approcher du cortex, c'est des stades assez évolués. Mais regardez cette image ici, vous avez cette hyposignal entourée d'un halo blanc. Donc, il a pris le gadolinium et donc ça, c'est une image, c'est une plaque récente. Ça veut dire que le malade, il vient de faire une poussée. D'accord? Ça, c'est toujours... D'ailleurs, quand on a des malades qui viennent se plaindre, j'ai ceci, j'ai cela, vous l'examinez, il n'y a pas vraiment de signe objectif, là, faites une IRM. Si vous trouvez cette image-là, ça veut dire qu'il est vraiment poussé et qu'il faut lui faire le traitement d'urgence, le bolus de Solu-Médrol. D'accord? Voilà les principales images que vous pouvez voir. Et vous pouvez voir même, bien sûr, même ici au niveau du cervelet. Le cervelet même, il peut être le siège de plaques. Hein? Le cervelet, le tronc cérébral. D'accord? Madame? Oui? Madame, oui. Vous avez mentionné le Solu-Médrol. Hein? Madame, c'est le traitement des plaques, des scléroses plaques, parce que j'ai pas pu me concentrer bien. C'est le traitement d'urgence de la sclérose en plaques. On va voir quand on fera le traitement, vous allez voir, vous allez comprendre. D'accord? Alors, l'examen le plus important, c'est l'IRM. Vous faites l'IRM, vous trouvez les plaques. Vous pouvez vous arrêter là. Vous dites, bien sûr, il faut éliminer des diagnostics différentiels, on va le voir tout à l'heure, mais vous pouvez déjà avoir une idée, de suspecter une sclérose en plaques. Bon, on peut faire une ponction lombaire. On peut faire une ponction lombaire. Maintenant, bon, avec l'IRM comme ça, avec l'apport de l'IRM, tout ça, il y a des médecins qui ne la font plus, mais vous pouvez encore faire une IRM pour confronter encore votre diagnostic. Bon, elle peut être normale, comme elle peut montrer une pléocytose, c'est-à-dire des éléments un peu élevés, mais qui ne sont pas très très élevés pour parler d'une méningite. Hein? À prédominance lymphocytaire, surtout au moment de l'inflammation. Quand le malade fait une poussée, donc il est en période inflammatoire, on peut trouver une pléocytose à prédominance lymphocytaire et plasmocytaire, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation au niveau du LCR. On peut trouver une hyperprotéinorachie, mais modérée. Et surtout, ce qui est important, c'est de trouver l'inflammation au niveau du LCR. L'inflammation au niveau du LCR, c'est-à-dire qu'on a une inflammation au niveau du système nerveux central. Et donc, sclérose en plaques. Donc, voilà comment on trouve l'inflammation en trouvant ces immunoglobulines dans le LCR. On fait une ponction lombaire, on fait
l'étude auto-immune et on va trouver ces immunoglobulines avec surtout cet index IgG. L'index IgG, c'est quoi? C'est le taux d'immunoglobulines du LCR sur le taux d'immunoglobulines dans le sang. Et si on trouve que ce taux est supérieur à 0,70, ça veut dire qu'on est en présence d'une inflammation du système nerveux central et donc du CEP. S'il est moins de 0,70, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une CEP, mais il faut éliminer les autres diagnostics différentiels. D'accord? Donc là, si on fait une PL, c'est surtout pour montrer qu'il y a une inflammation du LCR par la présence de ces immunoglobulines et de cet index IgG supérieur à 0,70. Voilà. Voilà pour la ponction lombaire. Les potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, avant, on les faisait quand on n'avait pas l'IRM. Maintenant, avec l'IRM, on les a abandonnés. C'est quoi les potentiels évoqués? Ce sont des examens qui vont aller chercher des lésions infracliniques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un malade, il vient avec un seul signe, mais je suspecte chez lui une sclérose en plaques. Bon, qu'est-ce que je fais? Je peux demander je dois demander des examens pour me montrer qu'il y a d'autres signes, puisque la sclérose en plaques, c'est une atteinte multifocale. Donc, je cherche d'autres signes. Donc, il y a d'autres signes, mais qui ne sont pas apparents. C'est ce qu'on appelle les signes infracliniques. Sous la clinique, intraclinique, on ne les voit pas. D'accord? Donc, alors, il y a les potentiels évoqués visuels. Donc, on fait, le malade, il vous dit, j'ai pas de baisse de l'acuité visuelle, etc. Mais quand on fait les potentiels évoqués visuels, on va trouver la courbe qui est étalée, etc. Ça veut dire, qui est allongée, ça veut dire que le nerf est touché, même si le malade n'a pas de signe. C'est une lésion infraclinique. Donc, j'ai déjà un autre signe. Je fais les potentiels évoqués auditifs. Même chose, ça me montre des courbes perturbées, etc. Ça veut dire que j'ai des lésions infracliniques, d'autres lésions infracliniques. Je fais les examens, je fais les potentiels évoqués somesthésiques. C'est-à-dire, je vais chercher des lésions au niveau du système limniscal, du système extralimniscal. Et là, je vais trouver aussi des courbes perturbées. Ça veut dire que j'ai des lésions aussi, d'autres lésions infracliniques au niveau du système limniscal. Et donc, si j'ai des lésions infracliniques un peu partout, je suspecte une sclérose en plaques. Donc, les potentiels évoqués, avant, on le faisait tout le temps parce qu'on n'avait pas l'IRM. On cherchait cette dissémination dans l'espace en faisant les potentiels évoqués, en cherchant des signes infracliniques. Maintenant, parce qu'on fait l'IRM et qu'on trouve ces plaques, donc on a un peu abandonné ces potentiels évoqués. Voilà. Mais c'est toujours bien de les connaître, ces potentiels évoqués. Pourquoi? Parce que des fois, au début de la maladie, vous pouvez trouver une IRM normale. Un malade, il vient avec une névrite optique rétrobulbaire, on fait une IRM, on la trouve normale. Il restera toujours le doute du diagnostic de la CEP, mais on pourra faire des potentiels évoqués à la recherche de signes infracliniques. Voilà. Donc, mais le diagnostic de la sclérose en plaques repose sur l'IRM. Alors, le diagnostic différentiel maintenant. Alors, vous faites une IRM, vous trouvez les plaques. Ah, il y a d'autres maladies qui nous montrent ces plaques-là aussi, au niveau de l'IRM. Comme par exemple les maladies auto-immunes du sang, maladies auto-immunes systémiques. D'accord? Comme la sarcoïdose, la maladie de Behçet, le lupus érythématodisséminé, le syndrome sec, le Gouge-Rojogren, les artérites cérébrales, les infections, certaines infections aussi du cerveau, hein? Certaines maladies, certains AVC, à attaques successives. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, toutes ces maladies-là peuvent nous montrer aussi des lésions semblables à ceux de la sclérose en plaques sur l'IRM. D'accord? Par exemple, les maladies du système. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les éliminer? Les maladies inflammatoires systémiques du sang. Je vous ai dit,
à chaque fois qu'on parle de ces maladies-là, je vous dis que ces maladies-là, elles donnent d'abord des lésions de la maladie elle-même. Par exemple, la maladie de Gougeron, c'est le syndrome sec. C'est une sécheresse des glandes lacrymales et salivaires. Au début, ça ne donne que ça, une sécheresse de la salive et des larmes. Mais avec le temps, cette maladie de Gougeron, elle va toucher plusieurs systèmes, les artères, les articulations, le système nerveux central. Et au niveau du système nerveux central, ça peut donner des lésions inflammatoires au niveau du système qui ressemblent à ceux de la sclérose en plaques. D'accord? Même chose pour la sarcoïdose, la maladie de Behçet, le lupus, etc. Donc ces maladies-là, comment savoir si c'est la CEP ou bien ces maladies-là? Eh bien, ces maladies-là, elles donnent une inflammation au niveau du sang, alors que la sclérose en plaques, elle donne une maladie au niveau du LCR. Donc, déjà, quand on fait la PL et qu'on trouve des immunoglobulines au niveau du LCR, c'est en faveur de la CEP. Si pour les maladies, les autres maladies inflammatoires du sang, là, on fait d'abord le bilan inflammatoire, une VS, une CRP, vous allez les trouver élevés. Ensuite, on fait le bilan immunologique du sang. On va le trouver perturbé. Alors que le bilan immunologique du LCR, il n'est pas perturbé dans ces maladies-là. D'accord? Donc ici, on dit que l'inflammation, elle est dans le sang, alors que la CEP, l'inflammation, elle est dans le LCR. Voilà pour faire la différence entre les maladies inflammatoires systémiques et les maladies inflammatoires du système nerveux central. D'accord? Donc l'inflammation pour ces maladies-là, elle est dans le sang et l'autre, elle est dans le LCR. Il y a aussi une maladie qui donne, une maladie génétique héréditaire qui donne des AVC sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les vaisseaux se bouchent et on a des AVC les uns après les autres. Plusieurs vaisseaux qui se bouchent. Pas le même vaisseau. Il y a un vaisseau qui se bouche à droite, puis après à gauche, etc. Et ça fait des AVC un peu partout dans le cerveau. Quand vous faites l'IRM, c'est comme la sclérose en plaques. Vous avez des taches un peu partout. À ce moment-là, c'est une maladie qu'on appelle le CADASIL. Le CADASIL, il peut simuler aussi une sclérose en plaques. Mais bien sûr, il y a la cline, il y a une installation brutale dans les AVC. Hein, dans le CADASIL, l'installation est brutale, c'est un AVC. Alors que dans la maladie inflammatoire, elle est subaiguë, d'accord, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans les maladies cérébrovasculaires, vous allez trouver des hypodensités. Ne prenons pas le contraste, d'accord? Alors que dans les maladies inflammatoires, ça prend le gado. Surtout si c'est une lésion récente, etc. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a cette maladie, le CADASIL, qui peut simuler simuler surtout cliniquement, hein, parce que c'est des déficits un peu partout et disséminés dans le temps. On a un AVC d'un côté, quelque temps après un AVC de l'autre côté, parce qu'il y a plusieurs artères qui vont se boucher les unes après les autres. Voilà donc pour ce qui est du diagnostic différentiel avec ces maladies-là. Il y a aussi parfois des tumeurs, des malformations vasculaires, des compressions médulaires qui peuvent simuler une sclérose en plaques. Certaines tumeurs peuvent ne pas évoluer progressivement, elles peuvent évoluer par poussée. Il y a certaines tumeurs qui, par exemple, vont vous donner des céphales, des vomissements, etc. Après, elles se taisent. Après, rebelote, elles vont vous donner céphalie, etc. Et donc ça peut simuler des poussées, rémissions, poussées, rémissions. Même chose pour certaines malformations vasculaires ou certaines compressions médulaires. Mais à ce moment-là, la neuroimagerie, bien sûr, si vous faites l'IRM, vous n'allez pas trouver des plaques, vous allez trouver la tumeur, on va trouver la malformation vasculaire, etc., qui permettent de trancher. Mais en fait, le véritable diagnostic différentiel se pose toujours avec les maladies auto-immunes du sang. D'accord? Voilà. Est-ce que ça va? Oui, madame. Madame, pour le syndrome qui va causer plusieurs AVC, madame, j'ai pas saisi le nom.
Alors, le cadazyle, cadazyle, C-A-D-A-S-I-L, le cadazyle. Le cadazyle, c'est une maladie héréditaire où plusieurs vaisseaux vont se boucher, pas en même temps bien sûr. Il y a par exemple la cérébrale antérieure qui va se boucher, quelques temps après par exemple il y a la choroïdienne antérieure gauche qui va se boucher, d'accord? C'est une maladie comme ça, des artères qui fait qu'elles se bouchent et c'est héréditaire. Dans la famille vous allez trouver 3-4 personnes qui font ça. Oui, et comme dans le temps des fois c'est l'artère par exemple cérébrale antérieure on va avoir une symptomatologie X, un autre temps par exemple c'est la cérébrale moyenne droite qui va être touchée, on va avoir, donc ça ressemble un petit peu, on dirait que c'est une maladie qui évolue par poussée, mais là l'imagerie elle permet de trancher puisque vous allez trouver des hypodensités qui ne prennent pas le contraste, il n'y a pas d'hypersignaux, c'est des hyposignaux, d'accord? Toujours l'imagerie elle permet de trancher, alors que dans les maladies systémiques auto-immunes du sang, c'est l'immunité, l'examen de l'immunité, d'accord? Alors, quand on fait l'examen du LCR, le bilan immunologique dans le LCR, s'il est élevé dans le LCR et négatif dans le sang, ça veut dire qu'on est devant une CEP, et vice-versa, s'il est élevé dans le sang et normal dans le LCR, ça veut dire qu'on est dans les maladies auto-immunes du sang. D'accord? Oui, madame. Voilà, maintenant on va voir les formes cliniques de la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, elle peut se présenter sous 3 formes cliniques. La forme rémitante récurrente, c'est la plus fréquente, heureusement. Donc rémitante récurrente, c'est-à-dire la symptomatologie, elle vient, après, tout disparaît pendant quelques temps. Après, elle revient. Après, c'est ce qu'on appelle des poussées entrecoupées de rémission. Poussée-rémission, poussée-rémission. Alors, cette rémission, c'est-à-dire quand le malade est en poussée, il va avoir des signes. Par exemple, il va avoir une hémiplégie, par exemple, une paraplégie, ou par exemple une névrite optique, une baisse de l'acuité visuelle, ou bien une diplopie, une ophtalmoplégie internucléaire, etc. Donc, il va avoir une symptomatologie. Cette symptomatologie, surtout au tout début de la maladie, elle peut partir d'elle-même. Hein? Mais si le malade vient consulter, nous, on préfère lui donner un traitement d'urgence pour que le malade ne garde pas de séquelles, parce qu'il peut garder des séquelles. Il y a des malades, par exemple, qui ont fait des névrites optiques rétrobulbaires et qui n'ont pas consulté, et bien, ils ont gardé des séquelles, même si cette baisse de l'acuité visuelle a bien évolué, mais ils gardent des fois un flou qui est gênant. Donc, nous, pour qu'il ne garde pas ce flou, on lui fait le bolus de corticoïdes qu'on va voir dans le traitement. D'accord? Donc, les poussées, on peut avoir des séquelles après les poussées qu'on peut éviter en faisant donc les bolus de corticoïdes, mais il faut aller très vite. Il ne faut pas laisser le malade traîner jusqu'à ce moment-là, même si vous faites le bolus, ça ne marchera pas. Il faut aller vite. Dès le début de la poussée, il faut traiter le malade. Alors, la forme rémitante récurrente, c'est la forme de l'adulte jeune, entre 20 et 40 ans, donc vers 30 ans, et elle représente 85% des formes de début. C'est la bonne forme, si vous voulez. La forme secondairement progressive, ça veut dire qu'elle était rémitante et qu'avec le temps, 15-20 ans après, elle est devenue progressive. Ça veut dire progressive, c'est-à-dire il n'y a plus de rémission. Le malade, il ne fait que progresser, les signes ne font que progresser. Et ça, c'est mauvais, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de rémission, le malade ne fait que progresser, il va avoir des séquelles, des handicaps importants. D'accord? Donc, la plupart des patients qui commencent par la forme rémitante, après une période de 15-20 ans, ils vont aller vers cette forme progressive. Et vous avez, une petite fréquence, si vous voulez, 15% des patients peuvent débuter par la forme directement progressive. Dès le début, ils ont c'est la forme grave, c'est la forme grave, parce qu'il n'y a pas de rémission du tout. Le malade, il fait que des signes, les uns après les autres, et chaque signe ne fait que s'aggraver. D'accord? Généralement, ces formes-là,
c'est les formes tardives qui surviennent après 40 ans. Voilà pour les principales formes cliniques de la sclérose en plaques. Et on termine par le traitement. Le traitement de la sclérose en plaques, on va traiter la poussée, mais il faut surtout le traitement de fond. Le traitement de la poussée, c'est quoi? Quand le malade est en période inflammatoire, c'est-à-dire en période où il a des signes cliniques, c'est ça la poussée. Donc, on va donner des corticoïdes à forte dose, très forte dose, ce qui va permettre d'accélérer la récupération pour que le malade ne garde pas de séquelles. On appelle ça le bolus de corticoïdes, bolus de solumédrol. C'est une perfusion intraveineuse d'une durée à peu près de 3 heures de 1 gramme, 1000 mg de solumédrol pendant 3 jours. Pendant 3 jours, le malade, on lui fait passer en perfusion 1000 mg de solumédrol. Bon, ce traitement-là, il ne fait qu'enlever la poussée, mais il ne va pas guérir le malade. Il ne va pas diminuer le nombre de poussées à long terme. Il ne fait qu'enlever la poussée actuelle. Donc, on peut ne pas les utiliser, surtout si le malade a des signes qui ne sont pas gênants. Par exemple, un malade qui vous fait des paresthésies seulement. Il vient, sa poussée elle est sensitive, il a des paresthésies. Vous pouvez ne pas lui faire de solumédrol parce que ces signes-là ne sont pas importants, ne sont pas gênants, ils vont partir, donc vous pouvez ne pas lui faire. Mais quelqu'un qui fait un problème moteur ou un problème visuel ou un problème d'apaxie, c'est-à-dire de troubles d'équilibre attention, ils peuvent garder des séquelles et il faut leur faire le traitement, le bolus de corticoïdes. D'accord? Le traitement de fond maintenant. Le traitement de fond, il a pour but de diminuer les poussées. Et donc, quand on diminue le nombre de poussées, on va ralentir l'handicap, ralentir la progression de l'handicap. Donc, voilà, le but du traitement de fond, c'est de diminuer la fréquence des poussées et donc de ralentir l'handicap. Alors, les traitements de fond, ils vont agir sur l'immunité, soit de façon immunomodulatrice, c'est-à-dire ils vont, si vous voulez, arranger cette immunité qui est partie, c'est-à-dire en déséquilibre. C'est des auto-anticorps, nos propres auto-anticorps qui vont attaquer notre propre myéline, etc. Les immunomodulateurs, ils vont régler tout ça, donc en modifiant l'équilibre de certains systèmes immunologiques, soit carrément, si les immunomodulateurs ne peuvent rien faire, alors carrément les immunosuppresseurs, c'est-à-dire carrément détruire ces auto-anticorps qui sont en train de détruire notre myéline. On commence par les immunomodulateurs, si ça ne marche pas, les immunosuppresseurs. Voilà. Donc, on va voir ces différents traitements. Pour les immunomodulateurs, ce qu'on utilise le plus fréquemment chez nous, en tout cas en Algérie, c'est les interférons bêta. Les interférons bêta qui permettent de réduire le nombre de poussées jusqu'à 30% de réduction du nombre de poussées et donc la progression, si on diminue le nombre de poussées, on diminue la progression de l'handicap. Bon, généralement, ils sont bien tolérés, les interférons bêta, sauf les premières semaines où ils vont nous donner ce qu'on appelle le syndrome pseudogrippal, c'est-à-dire le malade, quand il fait son injection, il a de la fièvre, il a mal à la tête, des courbatures, etc. C'est pour ça que toujours avant l'injection, ça c'est des injections, c'est des injections sous-cutanées ou bien intramusculaires. Donc, avant l'injection, le malade doit prendre du paracétamol. Après l'injection, il prend encore un comprimé de paracétamol pour éviter ce syndrome pseudogrippal, du moins les premières semaines, parfois même les premiers mois. Après, le malade, il va... c'est-à-dire il n'aura plus ces effets secondaires-là. D'accord? Donc, on pourra, il faut surveiller ces malades sous interférents en surveillant surtout le foie, en faisant une formule et en surveillant surtout le foie, en faisant les transaminases tous les 3 à 6 mois. On fait un bilan, surtout la FNS et les transaminases. Donc, voilà les produits les plus utilisés, donc les immunomodulateurs
les interférents bêta. On peut utiliser aussi un autre produit qu'on appelle l'acétate de glatyramère, également en injectable. Et depuis quelque temps, on a même la forme orale. En Algérie, on va la voir dans quelques jours, peut-être, la forme orale, parce que les malades en ont marre des injections. Vous savez que les interférents, ils doivent faire... Alors, il y a un interférent en IM une fois par semaine, il y a un interférent en sous-cutané, ils doivent faire ça 3 fois par semaine, et il y a un interférent en sous-cutané, ils doivent faire ça 1 jour sur 2. Ils doivent se piquer 1 jour sur 2. Donc, c'est des malades qui en ont marre des injections et donc qui voudraient bien avoir des comprimés. Et les comprimés, bientôt, on va les avoir. On va avoir le diméthylfumarate. Le diméthylfumarate, le malade doit prendre 2 comprimés par jour. Il y a aussi le teriflunomide qu'on va avoir aussi dans quelques mois peut-être, à raison de 1 comprimé par jour. Voilà les immunomodulateurs, c'est-à-dire qui vont faire un équilibre dans notre système immunitaire. Si en donnant ces interférents, etc., ça ne marche pas, à ce moment-là, le malade, c'est-à-dire il continue à faire beaucoup de poussées, à ce moment-là, il faut donner les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, alors, ça, bien sûr, il faut qu'ils soient donnés dans les formes sévères, c'est-à-dire les formes où il y a beaucoup de poussées, qui vont aller vers l'handicap. Donc, il faut donner des immunosuppresseurs. Alors, il existe des immunosuppresseurs en perfusion, une perfusion par mois. Chaque mois, le malade vient faire sa perfusion. Alors, soit de mitoxantrone ou le natalizumab, c'est des perfusions mensuelles. On a aussi le fingolimod, bon, on ne l'a pas encore en Algérie. C'est un traitement, c'est un immunosuppresseur par voie orale. Par voie orale. Ça, c'est la mitoxantrone, le natalizumab, le fingolimod, ce sont des immunosuppresseurs qui sont indiqués, qui sont là même pour la sclérose en plaques. Il y a d'autres immunosuppresseurs qu'on utilise dans beaucoup d'autres maladies, mais qui n'ont pas vraiment l'indication là même dans cette maladie. L'azathiopryl, le méthotrexate, le cyclophosphamide, ce sont des immunosuppresseurs un peu généralistes, quoi, qu'on utilise dans beaucoup d'autres maladies. Voilà. Qu'on peut utiliser aussi dans cette maladie, mais nous, ce qu'on utilise surtout, c'est ces immunosuppresseurs qui sont vraiment spécifiques à la sclérose en plaques. Hein? La mitoxantrone, natalizumab et le fingolimod. Voilà. Mais il faut savoir que jusqu'à présent, alors, ça c'est pour ce qui est des formes rémitantes. Pour les formes progressives, surtout les formes primitivement progressives, c'est-à-dire qui ne sont pas passées par les formes rémitantes, et là, jusqu'à présent, on n'a aucun traitement pour ces formes qui sont très graves, parce que le malade évolue vers l'handicap très très vite, très vite. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Alors, il faut savoir que c'est des malades, en plus du traitement de la poussée, du traitement de fond, n'oubliez jamais le traitement symptomatique. C'est des malades à la longue, avec le temps, ils vont avoir des complications de la maladie. Surtout la spasticité. Pardon. Ah là là. Surtout donc la spasticité. La spasticité, c'est-à-dire c'est des malades qui vont être très contractés. Hein? Ils vont être spastiques parce qu'il y a une atteinte du faisceau pyramidal. Et donc c'est des malades qui vont être très contractés, ils vont avoir très très mal au niveau de leurs articulations, de leurs tendons. Donc il faut leur donner un antispastique type baclofène, le Lioresal, en comprimé à forte dose. À faible dose au début, mais après on augmente les doses progressivement. Alors, dans les spasticités sévères, on peut même aller à des injections locales de toxines botuliniques. La toxine botulinique, on l'utilise maintenant en rééducation, etc. On les injecte on injecte la toxine botulinique au niveau des muscles et ça permet tout de suite de les relâcher. C'est un très très bon antispastique, mieux que les comprimés. Donc on injecte en local directement au niveau du muscle cette toxine botulinique
et à raison d'une fois tous les 3 à 4 mois, et ça permet vraiment de relâcher complètement le malade. Voilà. Donc, on utilise soit les antispastique, soit la toxine botulinique et la kinésithérapie, bien sûr. Des troubles urinaires, c'est des malades, je vous ai dit, qui peuvent faire des troubles sphinctériens. Donc, il faut traiter ces troubles urinaires, bien sûr, l'incontinence, la retention, etc. Il faut les traiter parce qu'à la longue, ça peut retentir sur les reins, sur le haut appareil urinaire. Les troubles sexuels, bien sûr, en cas de troubles de puissance, de troubles d'érection, etc. Il faut essayer de traiter ça, que ce soit par des médicaments, que ce soit par psychothérapie aussi. Des douleurs, soit par des antalgiques classiques, soit carrément par des antiépileptiques. C'est-à-dire, vous savez que les douleurs neuropathiques ne sont pas calmées par les antalgiques classiques. Donc, il faut carrément soit des tranquillisants comme les tricycliques, le Laroxyl, etc., soit des antiépileptiques, genre Neurontin, Lyrica, etc. C'est ces seuls médicaments qui peuvent calmer ces douleurs neuropathiques. La fatigue, c'est un signe très fréquent dans la sclérose en plaques. Une grande fatigue. Le malade vous dit toujours, je suis très fatigué. Alors, il existe des médicaments anti-asthéniques, surtout, en Algérie, on ne l'a pas. Des fois, on fait la prescription, les malades le ramènent de l'étranger, des médicaments de l'étranger, les anti-asthéniques. Nous, ce qu'on donne ici, c'est surtout de la vitamine C, la vitamine C en poudre. Ça donne de très très bons résultats sur la fatigue chez le sclérose. Bon, n'oubliez jamais bien sûr la psychothérapie. C'est des malades généralement qui sont déprimés. À cause de tous ces signes-là, etc. Ils n'acceptent pas leur maladie et tout. Dès que vous dites sclérose en plaques, le malade, ça, il est complètement déprimé. Donc, il faut une psychothérapie. De toute façon, vous savez qu'à l'étranger, ces malades-là, ils sont pris en charge par tout un groupe. Il y a le kinésithérapeute, le rééducateur, le neurologue, le psychologue, les soins infirmiers, l'aide sociale, etc. C'est tout un groupe qui prend en charge, qui s'occupe de ces malades-là. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Madame, Oui. Madame, voulez-vous répéter s'il vous plaît l'ophtalmoplégie internucléaire? J'ai pas bien saisi. Oui. Voilà l'ophtalmoplégie internucléaire. Alors, vous savez que ce faisceau longitudinal médian, voilà, les faisceaux longitudinaux médians, ils vont relier le noyau du 6 qui est protubérantiel avec le noyau du 3 qui est pédonculaire. D'accord? Et ces noyaux-là, ils vont faire bouger l'œil. Alors, le 6, il innerve le droit externe. Alors, le 6, il innerve le droit externe pour que l'œil aille vers l'extérieur. Et le 3, il innerve le droit interne pour que l'œil aille en abduction vers l'intérieur. D'accord? Alors, dans la sclérose en plaques, les plaques, elles aiment bien ces faisceaux-là. Elles aiment bien siéger au niveau de ces faisceaux-là, le faisceau longitudinal médian. Donc, imaginez qu'il y a une lésion ici. Voilà, il y a une lésion ici. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que ce nerf-là qui est touché. Il n'y a que le nerf, ce nerf-là qui est touché. Donc, si le malade, comment vous allez le savoir? Le malade, il se présente comme ça, regardez. C'est-à-dire, cet œil-là, il ne pourra pas regarder en dedans. D'accord? Alors, si le malade veut voir du côté opposé à la lésion, de ce côté, la lésion, elle est là, à droite. S'il veut voir à gauche, cet œil-là, il va aller à gauche, bien sûr, il va aller de ce côté-là, puisque aller de ce côté-là dépend de ce muscle-là qui dépend du 6. Donc, il va aller de ce côté-là. Tandis que cet œil-là, il ne pourra pas aller en adduction, puisque le noyau, ici, il est touché. Il ne va pas aller en adduction. D'accord? Donc, le malade,
il va regarder, avoir ça. Il va regarder de cet œil-là. Il pourra regarder de cet œil-là. Non, il va rester comme ça. Il ne pourra pas faire l'adduction. C'est ça l'ophtalmoplégie internucléaire, c'est-à-dire entre les noyaux, à cause de l'atteinte de ce faisceau qui relie les deux noyaux. D'accord? Madame, dans cette atteinte, on n'aura pas l'atteinte du droit interne, puisque le droit interne. Si, du droit interne, le droit interne, ce droit-là, parce qu'il est interrompu ici. Bien sûr, on va avoir atteinte ce droit-là, puisqu'il peut pas faire l'adduction, parce qu'il y a une atteinte du droit interne. D'accord, madame. Est-ce qu'il peut avoir un strabisme divergent? Il ne va pas avoir de strabisme. Si vous le voyez comme ça, il ne fait pas un strabisme divergent. Puisque regardez, s'il veut voir du côté de la lésion, les yeux, ils peuvent aller de ce côté-là. S'il veut voir du côté de la lésion opposée, il ne peut pas aller. Mais il n'y a pas de strabisme. Il restera au niveau médian, si vous voulez. D'accord? Au milieu. Il n'y a pas de strabisme. D'accord, madame. Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Docteur? Oui? Madame, le traitement des poussées. Madame, concernant le... On a dit qu'on va donner des solumidrol. Si un patient qui présente l'allergie au solumidrol, est-ce qu'on peut remplacer le solumidrol? Généralement, le solumidrol ne donne pas d'allergie. Les corticoïdes qui donnent de l'allergie et qu'on a abandonné, parce qu'avant on ne donnait pas le solumidrol, on donnait le synactène. Puis on a remarqué que le synactène, qui est un corticoïde aussi, donnait des allergies à certains patients. On les a abandonnés. Le solumidrol, généralement, il ne donne aucune allergie. Seulement, les malades c'est des malades qu'on va mettre sous corticoïdes à forte dose. Donc, attention aux diabétiques et aux hypertendus. Voilà. D'accord? Les malades diabétiques et hypertendus. Donc, s'il y a une symptomatologie neurologique très importante et tout, qu'il faut vraiment faire le solumidrol, eh bien, on le fera. On pourra diminuer la dose, on pourra faire seulement 500 mg. Et on le fera, c'est-à-dire dans un service spécialisé. C'est un service, par exemple, d'endocrino, de médecine interne avec surveillance, ou bien dans un service de réanimation, en surveillant c'est-à-dire, il faut être surveillant tout le temps, la tension et le sucre. D'accord? D'accord, madame, merci. D'ailleurs, avec ce traitement-là, on donne le traitement adjuvant. C'est-à-dire, le malade, avec une dose comme ça, il peut vous faire aussi un problème d'estomac, un ulcère gastrique. Donc là, il faut mettre le malade, avant de commencer le bolus, il faut mettre le malade sous, par exemple, du Lomac. Il faut le mettre aussi sous potassium, parce qu'une forte dose comme ça de corticoïdes, elle peut diminuer le potassium, mais ça peut nous donner des problèmes cardiaques. Donc, on donne du potassium, on donne un pansement gastrique et on donne même un peu de calcium. Vous savez que ça diminue aussi la calcémie. D'accord, madame, merci beaucoup. Madame? Madame? Allez, bonne nuit, au revoir. À demain, Inch'Allah. Allô? Oui? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame.
bon, on a terminé. Madame, j'étais en train de poser une question, mais madame, demain, je peux la poser. Demain, madame. Il n'y a pas de problème. Préparez toutes vos questions. Demain, Inch'Allah, vous poserez toutes vos questions possibles et imaginables.